Merci, bonjour à tous. Alors, Philippe Petit et moi-même, Benoît Guinamard, nous avons préparé cette intervention ensemble. Alors, on va revenir finalement 20 ans en arrière dans l'historique de cette région qui est récente, puisqu'elle a un peu plus de 5-6 ans, mais aussi dans ce qui a pu se passer depuis les années 2000 sur un sujet qui finalement n'allait pas de soi. C'est-à-dire associé à Picardie ou à Nord-Pas-de-Calais dans les années 2000, le vocable mer, maritime, c'est quelque chose qui n'entrait pas dans les réflexes. Et finalement, c'est sans doute le déblocage, la prise de conscience s'est sans doute faite à l'occasion de l'élaboration du projet stratégique régional d'aménagement et de développement de ces deux régions dans les années 2000. Il a permis de prendre conscience du fait que ce sujet devait avoir une place importante dans une stratégie régionale, parce qu'il permettait d'avoir un nouveau regard sur le territoire. On s'apercevait aussi que ça permettait de mieux prendre en compte différentes articulations entre les sujets, articulations entre les acteurs, articulations entre les échelles spatiales, voire même les échelles de temps, notamment avec les prises de conscience croissantes sur le changement climatique. Et donc on pourrait dire que cette approche, elle permet d'entrer un nouveau chapitre dans ce qui pourrait être le récit de cette nouvelle région Hauts-de-France. Alors, ce que vous allez voir, c'est quelque chose que nous utilisons assez souvent pour faire des présentations, je dirais, institutionnelles, mais je n'hésiterai pas à m'en éloigner un petit peu pour coller davantage à la thématique de cette journée. Alors, la question du pourquoi, on a commencé à l'effleurer, mais en tout cas, pourquoi un tel chantier ? Il s'agit en fait de vraiment faire en sorte que ces questions-là soient mieux appropriées à l'échelle des Hauts-de-France. Alors, c'est un souhait du Parlement de la mer que ce chantier existe. Alors, un mot sur le Parlement de la mer. Le Parlement de la mer des Hauts-de-France s'inspire d'un Parlement de la mer qui a été créé dans les années 2010-2012 en Languedoc-Roussillon et qui est devenu depuis le Parlement de la mer de l'Occitanie. Celui des Hauts-de-France date d'il y a à peu près un petit 2 ans. Il a été créé par la région Hauts-de-France. Alors, ce Parlement de la mer, il est notamment à travers son président une sorte de concentré de plein de choses. D'abord, il réunit ce qu'on pourrait appeler la communauté maritime dans cette région. Alors la communauté littorale et maritime, donc ça peut être des acteurs de l'économie, des acteurs associatifs, des acteurs des collectivités, des acteurs universitaires, etc. Et ce Parlement, donc qui compte à peu près 150 membres, est présidé par une personne qui s'appelle Jean-François Rapin, qui a été jusqu'à peu de temps maire d'une commune littorale, Merlimont, président de l'Association nationale des élus du littoral, jusqu'à il y a quelques mois, conseiller régional, sénateur, en charge de la présidence de la Commission des affaires européennes. Alors vous avez donc là vraiment on pourrait dire un emboîtement d'échelle spatiale qui fait que ce sénateur Rapin est vraiment sensible à des sujets qui deviennent, je dirais, de plus en plus complexes
et nécessite vraiment de ne plus travailler chacun dans son coin. Donc on revient un petit peu à une dynamique un peu de rapprochement des acteurs, cette dynamique d'ailleurs qui à des échelles plus nationales, à la fin des années 2000, avait permis la création, par exemple, du cluster maritime français. Pour en revenir un peu au thème de cette journée, cluster qui réunissait effectivement tout un ensemble d'industriels, d'entreprises, etc., de centres de recherche qui se disaient, voilà, on a vraiment une carte à jouer à ne plus travailler chacun dans son coin. Donc on pourrait dire que un peu dans le pourquoi de ce chantier, il y a vraiment aussi le souci que cette question-là permette à notre région d'être davantage considérée, et se considère davantage comme une région littorale, une région maritime. On pourrait dire a fortiori si on considère nos voisinages qui sont souvent des voisinages de régions ou de pays qui ont vraiment inscrit cette dimension-là dans leur, je dirais dans leur fonctionnement, je ne vais pas dire quotidien, mais vraiment dans leur existence. Je parle de la Normandie, je parle du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas et de manière plus générale des pays de la mer du Nord. Alors ça veut dire finalement qu'il faut aussi se mettre d'accord sur ce qu'on entend par région maritime. Et là c'est tout un travail. Et c'est aussi se dire que les sujets maritimes et littoraux, ce ne sont pas seulement des sujets de spécialistes des questions liées à la mer ou des questions, je dirais, d'acteurs du littoral. Alors, compte tenu de tout ça, ce chantier, il vise à renforcer une culture transversale sur la mer et le littoral dans les Hauts-de-France. Et je ne vais pas m'attarder très longtemps sur les aspects un peu méthodologiques, mais il permet aussi de donner un peu plus de signification aux mots-clés utilisés dans cet intitulé. Ça ne va pas de soi non plus. Parler d'attractivité, par exemple, attractivité des Hauts-de-France à l'horizon 2040. Attractivité, ça peut être compris par certains plutôt sous un angle de marketing territorial, marketing lié à une nécessité ou une volonté de rendre plus attractif d'un point de vue économique, d'un point de vue d'image, un territoire. Mais est-ce qu'on a suffisamment conscience du fait qu'en 2040, les ressorts de l'attractivité seront peut-être différents. Ce qui fait par exemple l'attractivité touristique va peut-être évoluer plus vite qu'on ne le sentira. Donc on a à travers ce chantier un objectif de décloisonner les approches, de sortir un petit peu des sentiers battus, aussi de développer les ouvertures qui seront liées à la prise de conscience littorale et notamment de pouvoir, grâce à ça, mieux être à même d'aborder des sujets qui se complexifient. Un exemple, un tourisme qui soit plus partagé, moins consommateur d'espace, entre la bande littorale et les arrière-pays. C'est facile à envisager comme ça intellectuellement, mais ensuite en termes d'action publique, c'est pas si évident que ça. Les questions de complémentarité territoriale, oui, mais ça veut dire dans quel domaine et comment on s'outille pour ça. Par exemple, la gestion des eaux, c'est quelque chose qui évidemment dépasse complètement les limites institutionnelles. Ensuite, on a des perspectives, des scénarios de développement de nouveaux types d'emplois, de nouveaux types d'industries, de nouveaux types d'entreprises sur le littoral. Eh bien, ça veut dire des compétences, ça veut dire des formations, ça veut dire plein d'articulations dans lesquelles sont questionnés effectivement les
les aspects qui seraient plus spécifiques aux littoraux et au littoral des Hauts-de-France. Et puis voilà, on pourrait citer l'urbanisme qui se trouve de plus en plus au croisement entre des enjeux climatiques et des enjeux sociaux, et puis la démographie. Alors, on a vraiment le souci aussi, dans cette démarche, d'intégrer les publics scolaires, lycéens, collégiens. Pas plus tard qu'il y a une grosse semaine, nous avons accompagné un groupe de collégiens de Nogent-sur-Oise qui sont allés découvrir les problématiques de transformation d'une commune sous l'impact du changement climatique, et aussi dans le cadre de la revitalisation et de, je dirais, la recherche d'une nouvelle attractivité de son cœur de ville. Alors il s'agit d'Oltonival, et à 2 jours près, je dirais que nos élèves auraient pu assister à l'écroulement d'un pan de falaise, puisque il y a eu pas mal d'articles dans la presse liés à ça. Alors, on a tenu à s'appuyer sur une connaissance renforcée de cet espace littoral que nous connaissons mal, et donc on a une clé de lecture qui, pour ce littoral, est double. C'est celle ce qu'on appelle le littoral élargi. Alors j'en reviendrai dans une diapo suivante, avec vraiment le souhait de sortir de la frange, de la bande littorale. Et puis on a le souci des complémentarités, j'en ai parlé, entre territoires, avec une attention à ce qui peut être de 2 types d'articulation. L'articulation entre la façade proche et puis l'arrière-pays, et puis l'articulation plus large entre ce qu'on appelle le littoral élargi dont je vais vous parler, et puis l'ensemble de la région, voire ses voisinages. On peut d'ailleurs se poser une question, le littoral, ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'où en profondeur ? Alors, la carte que l'on vous projette, elle vient de la nouvelle stratégie Hauts-de-France, ce qu'on appelle SRADET. Je pense que vous connaissez un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Cette carte exprime un peu une vision d'ensemble qui repose sur ce que peuvent apporter les grands, je dirais, sous-ensembles régionaux aux transformations des Hauts-de-France. Alors, vous constatez sur cette carte, en haut à gauche, une grande, on pourrait dire une patate, c'est volontairement flouté, vous vous rendez bien compte pourquoi, qui est donc la patate correspondant au littoral que nous allons appeler élargi, et le point fort un peu de cette patate qui vraiment est mis, je dirais, à disposition et je dirais qui permet de renforcer l'ensemble régional, c'est l'économie maritime et sa diffusion. Et donc, c'est vraiment le souhait de partager cette économie maritime. Nous sommes à Saint-Quentin. Voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'on a un lien avec la mer ? Est-ce que c'est saugrenu de se poser cette question ? À Cambrai, quand il y a eu la prise de conscience que le canal Seine-Nord Europe en construction allait passer tout près de Cambrai, on s'est mis à parler d'acteurs, d'actions, on s'est mis à parler d'activités qui étaient en lien avec la mer. On s'est projeté dans le commerce mondial, on s'est projeté dans une logistique, enfin de choses qui n'étaient pas forcément le quotidien de ce type de territoire.
Alors, quelques petits points de repère sur ce que représente ce littoral. Hein. Cette carte, qui est issue aussi du document stratégique régional et qui essaye un peu de donner à chaque ville du territoire un rôle, elle peut permettre, par exemple, d'envisager ces complémentarités avec les arrière-pays dans la fonction relais pour développer une spécificité, une économie maritime. Alors, cet espace, vous voyez, va assez loin. Il va pratiquement jusqu'aux portes de l'île. Il englobe aussi largement Abbeville et puis les éléments du Haut-Artois. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il s'agit de nourrir, hein, aussi de faire vivre. Et ça suppose évidemment une sensibilisation au fait quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée à travailler à ces échelles-là. Un exemple, on peut parfois constater des situations d'engorgement routier sur le littoral. Eh bien, une valeur ajoutée d'une approche qui articulerait plus le littoral élargi avec l'ensemble de la région, ça serait de se dire qu'un certain nombre de réponses, on va les trouver concrètement en posant le problème d'une façon plus décentrée, c'est-à-dire qu'en clair, parfois une politique de meilleure desserte, meilleure offre ferroviaire depuis Lens, depuis Arras, depuis Valenciennes, depuis Cambrai, etc., pourrait apporter autant de réponses qu'une une politique qui viserait localement uniquement à une meilleure fluidification des flux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travers ce chantier à expliquer et à dialoguer. Alors juste deux chiffres, si on pouvait les retenir, c'est que le littoral élargi, c'est à peu près 1/5 de la population régionale. Et puis c'est une part non négligeable de la richesse produite dans cette région. Et puis c'est une façade portuaire qui n'a pas à rougir et qui compte dans le paysage français. Alors je vous propose maintenant qu'on change complètement d'échelle. Là, on va maintenant se mettre à une échelle beaucoup plus Manche, mer du Nord, et puis espace rhénan. Alors cette carte, c'est une carte qui traduit une quinzaine d'années d'évolution de la réflexion de la région et de ses anciennes compétences sur la place de la mer et du littoral et sur la manière dont les sujets qui sont concernés peuvent justement jouer ce rôle d'articulation en lien d'ailleurs avec des voisinages proches, nationaux et européens. Alors, elle est plus centrée sur des aspects d'aménagement, d'infrastructure et d'économie, mais on a maintenant une capacité à repérer grâce à toutes les analyses et toute l'utilisation de ce prisme des complémentarités et des articulations, on pourrait très bien maintenant faire cette carte sur des sujets culturels, hospitaliers, d'enseignement supérieur, etc. Alors qu'est-ce qu'on y voit par exemple ? Eh bien, on y voit les ports, représenté par des encres bleues. On y voit le canal Seine-Nord-Europe, qui est le liseré bleu nord-sud, qui est situé plutôt dans la partie centrale et est de la région. Et ça nous interroge sur les complémentarités possibles à développer, qui sont représentées par les grandes flèches doubles orange, bleu et violette. Ça peut aussi, si on change d'échelle, nous resituer dans les hinterlands portuaires des ports de ce qu'on appelle la rangée nord, qui va du Havre à Hambourg. Et au-delà de ça, ça peut aussi nous interroger sur tout simplement la place qui est accordée
à l'économie portuaire, à l'économie maritime et à cette spécificité maritime dans ces pays qui nous environnent. Alors, ce qu'on a représenté aussi, c'est à travers le zigzag qui traverse la Manche, c'est que maintenant la Manche et la mer du Nord, c'est devenu des frontières extérieures de l'Union européenne. Alors ça nous interroge sur, par exemple, qu'est-ce qu'on va continuer à faire ou pas de spécifique entre notre région et le Royaume-Uni. Certes, ils ne font plus partie de l'Union européenne, mais il y a quand même des choses qui sont possibles. Qu'est-ce que nous allons faire aussi avec les pays de la mer du Nord, puisque maintenant, dans les coopérations soutenues par l'Union européenne, qu'on appelle Interreg, qui sont des coopérations transnationales, transfrontalières ou même interrégionales à l'échelle de l'ensemble du continent européen, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pays-là ? Et ça veut dire, au fait, qu'est-ce qu'on connaît d'eux ? Qu'est-ce qu'on ne connaît ? Peut-être qu'on ne connaît pas grand-chose. Et ça, pour des collectivités, pour les acteurs du territoire, c'est quand même quelque chose d'important parce que, à partir de là, peuvent se nouer tout un ensemble de réseaux et de partenariats possibles qui sont souvent le point de départ de coopération économique, industrielle, maritime, etc. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais quand même une petite chose qui est importante parce qu'elle fait le lien aussi et la complémentarité territoriale, c'est la question des risques littoraux que vous voyez représentés en hachures rouges horizontales le long pratiquement de tous nos littoraux, du littoral belge, du littoral anglais, etc. Ça, c'est quelque chose qui par définition, nous rapproche. Les galets que vous voyez au Tréport, à Mers-les-Bains, etc., ils viennent de la Seine-Maritime. Les courants n'ont pas de frontières, vous le savez très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui amène évidemment à s'interroger sur ce qu'on peut faire ensemble avec nos voisins par rapport à la problématique des risques littoraux, et Dieu sait si elle va se renforcer avec le changement climatique. Mais aussi, ça permet de se dire, mais au fait, c'est quoi on pourrait dire la philosophie d'action des pays qui nous environnent par rapport à ces sujets-là, si on va peut-être travailler un peu mieux avec eux. Et on constate que la relation à la mer, la relation à l'eau, d'une manière générale, donne lieu à des choses intéressantes qui ne sont pas forcément aussi ce que nous connaissons dans nos manières d'aborder les choses. Aux Pays-Bas, par exemple, on raisonne délibérément d'une manière budgétaire jusqu'au milieu du XXIe siècle. On a intégré des tempêtes d'occurrence millénaires. Les Flamands se dirigent vers le même type d'approche. Ils travaillent aussi à ce que deviendra leur littoral, qui est très très peuplé à l'horizon 2100. Ils ont actuellement toute une réflexion avec des acteurs du territoire, mais aussi des acteurs économiques, sur un scénario qui serait celui d'une élévation de la mer de plus de 3 mètres, avec vraiment une volonté de continuer à pouvoir vivre sur ce territoire, travailler sur ce territoire malgré les 3 mètres. Bon, écoutez, la frontière ne s'arrête pas entre, Dunkerque et Nieuport, ou entre La Panne et Brédune. Et donc, ça peut nous inciter aussi à nous poser la question de ce qu'on pourrait faire. Et donc, ça explique aussi le rôle de l'ouverture, de la curiosité, de tout ce qui permet de prendre un peu des idées, des exemples, des bonnes pratiques, etc., en comparant ce qu'on peut faire le long des littoraux. Alors, ces littoraux, par exemple, autre aspect, c'est des littoraux qui ont vraiment une composante démographique de plus en plus essentielle, alors qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Nous-mêmes, nous avons pu constater que si il y a une sorte de mouvement général d'attrait
des littoraux et d'augmentation de la population des littoraux, et cela à toutes les échelles et en particulier à toute l'échelle européenne, il y a quand même des situations un peu contrastées qui font que malgré tout certains littoraux, dont celui des Hauts-de-France, connaissent des situations diverses. Par exemple, on a des retraits, enfin des diminutions de population, comme on peut aussi en avoir sur certaines parties des augmentations de population, et on va regarder un petit peu ce que ça peut donner plus précisément à l'échelle des Hauts-de-France. En fait, vous voyez que il y a sur la gauche une carte qui vous traduit en violet foncé, ce qui serait, par exemple, la population des plus de 75 ans en 2040, plus c'est foncé, plus cette proportion est importante. Et vous voyez, par exemple, que la partie autour de la baie de la Somme, d'Abbeville, etc., eh bien, ça pourrait dépasser les 20% en 2040. Il y a aussi un autre phénomène qui est l'évolution de la part des 15-29 ans, qui peut aussi nous interroger si, du moins, évidemment, les tendances se confirment. En tout cas, ça veut dire de multiples implications, qui sont des implications sociales, des implications économiques et des implications que l'on pourrait, qui sont multiples, des applications en termes d'habitat, de logement, par exemple. Ces pertes de jeunes, ça interroge sur le devenir des établissements scolaires. Ça interroge aussi sur, d'une façon plus générale, tous les investissements nécessaires pour, je dirais, des jeunes tranches d'âge, mais aussi, je dirais, à l'autre bout de l'échelle de la vie, à ce qui sera nécessaire pour, justement, une population vieillissante. Alors, on peut aborder ces questions-là de multiples manières, de voir les aspects, les inconvénients, mais aussi peut-être les opportunités, notamment des opportunités au développement d'une, ce qu'on pourrait appeler d'une silver economy. Alors, on ne peut pas déconnecter évidemment tous ces aspects-là des questions d'emploi et donc du coup des questions de développement de nouvelles industries, notamment par exemple dans le Dunkerquois. En tout cas, il y a vraiment des choses à ne pas manquer. Il faut vraiment se poser la question de ce qui sera les enjeux d'un espace productif renouvelé dans les décennies à venir. On a notamment à travers les questions énergétiques certainement des cartes à jouer dans cette région, liées, je dirais, aussi aux enjeux de la décarbonation de l'économie. Et donc, on pourrait très bien considérer que ce qui est sans doute un point faible chez nous, c'est-à-dire que le littoral est quand même un fort émetteur de gaz à effet de serre. Il représente à peu près 1/5 de ce qu'émet la France. Et donc, la façon de traiter ces questions-là peut s'appuyer justement sur des nouveaux savoir-faire qui se sont développés depuis quelques années. Par exemple, l'économie circulaire, l'économie industrielle circulaire, qui fait que certains déchets, entre guillemets, ou des récupérations de chaleur donnent lieu à des nouveaux process de fabrication, ça c'est quelque chose qui peut aider
à faire en sorte que, c'est un souhait d'ailleurs des acteurs du littoral, ce littoral devienne un peu un point d'excellence de nouvelles manières de produire, je dirais, de différents produits industriels, tout en étant moins, je dirais, consommateurs et émetteurs d'énergie. Alors, les caractéristiques de ce territoire amènent aussi à s'intéresser à des vulnérabilités qui peuvent être notamment environnementales, liées au fait que voilà, nous sommes aux premières loges du changement climatique à travers le recul des côtes meubles, l'éboulement des falaises, j'en ai fait une allusion tout à l'heure, l'abaissement du niveau des plages. Vous allez à l'improviste à Wimereux ou à Ouessant un après-midi en ayant l'idée de profiter de la plage du Sable Chaud, eh bien il n'y a plus de plage à marée, puisque à marée haute, eh bien le sable est entièrement recouvert, et quand elle est basse, le sable n'est pas chaud puisqu'il est mouillé. Bon, là, c'est des choses qui commencent à être parlantes au quotidien. Si on veut en rajouter une louche, le fait de s'intéresser au littoral élargi fait aussi prendre conscience qu'en s'éloignant un petit peu, eh bien, on a d'autres types de fragilité qui s'ajoutent, et c'est notamment la question du retrait et gonflement des argiles qui entraîne la fissuration des bâtiments, qui sont d'ailleurs évoqués sur cette exposition que vous avez dans l'entrée. Alors, s'il fallait conclure, on pourrait dire que le littoral et la mer, d'abord, c'est un sujet en soi qu'il faut aborder, et donc voilà, on commence à le prendre à bras-le-corps. C'est un sujet qui nous permet d'avoir un nouveau prisme de lecture du territoire à différentes échelles. Et puis c'est un aiguillon pour développer la connaissance en particulier des interactions, des complémentarités, et cette connaissance aussi qui permet de mieux envisager des solidarités entre les territoires sur des sujets complexes. C'est vrai que on entend parler de choses qui sont un peu compliquées à aborder, la question des migrants, par exemple. Mais on peut aussi constater que on aura peut-être des migrants de l'intérieur, entre guillemets, avec les questions de retrait, d'érosion du trait de côte, et la nécessité peut-être de pouvoir, ou de devoir déménager des activités, des habitations, des équipements, parce qu'il ne sera plus possible à l'avenir de résister à l'action de la mer. Donc voilà, je dirais ces prises de conscience, c'est quelque chose qui donc permet de mieux prendre à bras-le-corps ces questions de solidarité, et d'être peut-être plus sensible à des solidarités qui sont peut-être plus d'échelle planétaire. Voilà, j'ai été un peu long, mais je vous remercie. Merci Monsieur Guinamard pour votre intervention. Y a-t-il des questions parmi vous ? Il y en a une là-bas, je crois. Oui, j'ai une petite question, j'ai peut-être mal entendu, mais qu'en est-il de la sauvegarde de la biodiversité, justement en lien avec l'occupation des littoraux? Parce que je sais qu'à certains endroits, justement, on rachète le littoral pour le sauvegarder, et ça peut créer des conflits avec justement les usages humains à proprement parler. Alors,
le littoral de cette région est historiquement un des littoraux qui a donné lieu au plus d'acquisition du conservatoire du littoral et de mesures de protection qui concernent d'ailleurs même y compris l'espace marin, puisqu'il y a un parc naturel marin qui est au large de la partie de la partie sud du littoral. Alors c'est vrai que aborder ces questions-là, c'est aussi prendre conscience. Quand je parlais de diversité tout à l'heure, prendre conscience que ce littoral, eh bien, c'est plein de choses. Hein. C'est vraiment une diversité d'activités, de paysages, d'activités de tourisme, mais c'est aussi effectivement ce qu'on pourrait appeler vraiment un joyau environnemental qui a eu la chance d'échapper au béton comme ce qu'il y a sur, par exemple, le littoral belge. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est pas facile d'aborder ces questions-là dans un contexte temporel où on a l'impression que les échéances se rapprochent. Les rapports successifs du GIEC montrent que ce qui avant était annoncé pour 2100 sont annoncés pour maintenant 2050 et puis 2030, etc. Cette première contrainte, et puis l'autre contrainte, c'est de se dire, alors là je parle plus dans le cadre de ce chantier, au fait, l'attractivité, ça voudra dire quoi ? Qu'est-ce qui fera qu'on pourra continuer à garder cette diversité d'activités, de caractéristiques du littoral, avec un afflux donc toujours plus important, une pression foncière toujours de plus en plus importante sur la bande littorale, et donc cette pression elle amène à vraiment se dire, voilà, mes modes de développement futurs, ils devront concilier effectivement la préservation d'espaces naturels et de la biodiversité, la nécessité dans certains territoires de devoir refluer vers l'intérieur, mais aussi la difficulté de concilier ça au fait que maintenant, un des mots d'ordre est aussi d'éviter la surconsommation, voire la consommation de terres agricoles. Donc voilà, on a des équations de plus en plus complexes qui amènent à se dire finalement quelle est la valeur que je vais apporter à chacune de ces composantes. Pour rebondir sur ce que vous dites, là, vous êtes dans une forme de prospective, vous proposez aux élus un certain nombre de possibilités de mise en œuvre de politique. Est-ce qu'on n'est pas, par rapport aux prévisions dont vous parliez justement en termes d'évolution climatique et des contraintes qui se posent environnementales, dans une accélération en fait telle, par rapport aux prévisions originelles qui étaient médianes, que en fait, les perspectives qu'on peut faire là sont un peu déjà obsolètes, c'est-à-dire avant même leur mise en œuvre, elles ne seront pas confrontées au fait qu'elles vont atteindre des limites, surtout dans les zones littorales. Je n'ai pas pu voir, j'ai pas remarqué que vous ayez montré une carte que je connais des zones qui vont être inondées, dans la baie de Somme par exemple, etc., où c'est des territoires entiers qui vont être rayés en fait en tant que zone d'activité touristique ou autre. Est-ce que ces éléments-là sont intégrables et est-ce que vous êtes en train de travailler dessus ? Oui, ça fait partie de notre acculturation aussi. En toute honnêteté, il faut reconnaître que on s'appuie, sur la communauté des acteurs, mais on va nettement plus loin. Mais en tout cas, on s'appuie donc sur des gens qui peuvent effectivement faire progresser la connaissance, mais voilà, cette connaissance, je serais tenté de dire qu'elle est encore balbutiante, elle est encore à ses débuts. En tout cas, si on
on prend la connaissance sous l'angle, je dirais, étymologique du terme, avec vraiment les prises de conscience que ça suppose. Alors, c'est vrai que il y a sans doute un sentiment d'accélération, qui est peut-être lié au fait que, je dirais, des prises de conscience donnent peut-être plus rapidement lieu à des arsenaux législatifs depuis l'échelon européen jusqu'au niveau national, et que peut-être à un niveau local, il y a encore des choses à ajuster, parce que un exemple tout simple, c'est que voilà, ce qu'on appelle le trait de côte, est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qui est du ressort de la commune ou du groupement de communes qui borde cet espace littoral, ou alors c'est aussi, je dirais, l'affaire de tout le pays, de toute la nation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi nourrir en termes de connaissances, qu'il faut aussi peut-être mieux situer dans ces fameuses échelles de temps, pour qu'on puisse à la fois être non seulement dans du temps de réponse urgente, mais aussi dans le temps d'une meilleure adaptation, d'une meilleure prévision, d'une meilleure anticipation. Donc c'est quelque chose qui finalement concerne toutes les activités. Alors après, dans ce que vous soulignez, il y a probablement à travers la nécessité de prise de conscience de trouver un équilibre qui est assez délicat, c'est-à-dire que si on arrive à mettre en évidence les menaces et que ça finisse par se faire au détriment d'un désir d'action, parce que voilà, le sentiment pourrait être de dire vraiment on n'arrivera pas à rattraper cette course du temps, c'est trop tard, etc. Donc si on doit comment dire, trouver un équilibre, c'est quand même quelque chose qui est pas facile, quoi. Mais en tout cas, je pense que la population commence à se rendre compte des différents problèmes que cela pose, mais c'est sûr que il y a vraiment une multitude de sujets qu'il faut aborder en même temps, et c'est ça qui est compliqué. Voilà. Merci Monsieur Guinamard pour votre réponse. Un petit complément d'information. Oui. Le poids des lobbies, les chasseurs, les pêcheurs, ce sont des gens qui ne veulent pas reculer. Est-ce qu'ils sont vraiment importants? J'ai pas d'éléments pour vous répondre. En tout cas, voilà, on a dans le Parlement de la mer des personnes issues de ce milieu-là, mais j'ai pas pour le moment d'éléments de réponse. Et le jeu d'acteurs en zone littorale est effectivement complexe et varié, d'où les enjeux, le vaste chantier qui vous attend avec le Parlement de la mer. Merci Monsieur Guinamard pour cette présentation.